On est chez soi lorsqu'on est accueilli, dit l'adage. D'accueillie à accueillante, il n'y a qu'un pas que Sara Twiza Ambrogiani a su franchir pour permettre à des Corses de se sentir chez eux. Itinéraire d'une femme des deux rives de la Méditerranée, avec ou sans filtre. Oh là là. Et bienvenue dans votre vie. Oh, c'est émouvant. Sara, on va aller retracer toutes ces photos qui font ce que vous êtes aujourd'hui. Et on va commencer par là. Là. Oui. Oh. C'est émouvant, hein, de les voir en grand comme ça, devant moi. Alors lui, c'est mon grand-père. Mon grand-père que tout le monde appelait Rouya. Rouya. Oui, qui veut dire mon frère. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'était son nom de grand-père. Donc c'est Abdelkader. C'est le père de mon père. On est où là? On est en Algérie, on est à Oran. Abdelkader, ancien combattant? Ancien combattant, ouais. Ancien combattant qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, qui a été blessé. Il est décédé, j'avais 6 ans, donc j'ai assez peu de souvenirs, mais j'en ai un marquant. Je me souviens qu'il a été blessé à la fesse. Et quand on a 6 ans, à la papille blessé à la fesse, et qu'il avait des soins réguliers, mais des années plus tard, ça continuait à le faire souffrir. Et votre père, justement, son fils? Oui. Mustapha. Mustapha. Le beau Mustapha. Beau gosse, ouais. Ouais. Qui a des faux airs de Tahraïm, d'ailleurs. Hein. Exactement. Il n'était pas acteur, lui. Non. Lui, c'était lui. Voilà. Mais oui, c'est vrai. Mustapha, vous pouvez m'en dire quelques mots de Mustapha? Ah, Mustapha. Un homme déterminé, Mustapha, un jeune homme déterminé. Il y a beaucoup d'anecdotes sur lui, petit, adolescent, qui a fait pas mal de bêtises, qui est curieux, qui est très curieux, très polyvalent. Il a fait beaucoup de choses différentes dans sa vie, beaucoup de métiers différents. Il sait tout faire avec ses mains, il a des mains en or. Oui, il a des mains en or. Il a des mains en or et un caractère fort aussi. Oui, hein? oui. Il tranche dans le vif. Il n'est pas... c'est pas quelqu'un de facile, Mustapha. Et donc, pour plaire à Mustapha, c'est compliqué. Il faut avoir beaucoup de qualités pour mériter son estime, on va dire. Voilà. Qualité qu'elle avait, elle, donc. Exactement. Exactement. Ouais. Alors, on va se mettre au centre. Avec qui, là? Alors... Ici, allez, on commence avec là. Oui, tout à fait. La belle Nassira? Nassira, la belle Nassira, ma maman. La gentille et douce Nassira, qui a... Alors, c'est marrant, ils sont très différents, Mustapha et Nassira. Deux caractères très différents. Ma mère, elle est très sociable, elle aime les gens, elle est très généreuse, lui était un peu plus solitaire, un peu plus difficile, et c'est vraiment... Ils sont complémentaires. C'est un couple très soudé. Et c'était une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Oui. C'est pour ça que j'ai mis votre maman entourée de sa mère et de sa belle-mère, que les deux familles ne vivent pas super bien, en fait. Non. Surtout du côté de mon père. Donc là, c'est Mamina qu'on voit à gauche de ma mère. Mamina, fort caractère aussi, et qui comprenait pas pourquoi Mustapha allait chercher une femme aussi loin. Ah, parce qu'elle est où, votre maman? À Alger. Elle est près d'Alger, elle est vers Tipaza. 400 km entre Alger et Oran, et c'était vraiment ces deux mondes différents. On disait, mais pourquoi tu vas chercher une Algéroise? Elles te plaisent pas, les Oranaises, je vais t'en trouver une d'Oranaise. Et puis je pense que le fait que ma mère, c'est une famille beaucoup plus modeste, voilà, une famille avec peu de moyens, mais une famille très soudée aussi. Donc ça a fait des étincelles, quoi. Mamina n'était pas d'accord, il a vraiment rendu ses parents dingues. Voilà. Donc effectivement, il y a le mariage. Ouais. Et puis, il faut aller vivre ensemble. Et j'ai choisi cette photo-là parce qu'elle est assez symbolique, celle-là. Donc, ils vont vivre à Tipaza. Oui, tout à vos fait. parents. À côté de Tipaza, ouais. Et assez rapidement, en fait, Mustapha, il va faire autre chose. Et il va faire autre chose ailleurs, en plus, là. Il est habillé avec... on voit qu'il y a un peu de plâtre et tout sur son jean. Il part en France, en fait. Il fait des allers-retours. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il part très vite en France, dès la première, deuxième année de mariage. Ma mère reste en Algérie. Il va travailler. Donc, il est livreur, il travaille dans le BTP, il fait des petits boulots.
Il travaille un peu, il revient, il fait beaucoup d'allers-retours, il a la bougeotte. Pourquoi il faut qu'il parte, votre père? Je pense que, il me l'a dit bien plus tardivement, mais je pense qu'il étouffe. Il a besoin de voir autre chose, il a besoin... On en a beaucoup parlé parce que il quitte définitivement l'Algérie en 88 et donc je lui ai demandé, c'est pas commun, c'est pas une immigration commune, c'est pas une époque où les gens quittent l'Algérie, voilà. Et il me disait, bah, c'est pas une immigration économique, il est pas parti pour bosser. Il m'a dit, je suis parti pour voir le monde, pour voir autre chose. Il est unique, il est assez spécial, quoi. Il n'est pas dans ce qu'on pouvait attendre de lui. En Algérie, quand il est revenu, il a eu plusieurs entreprises et ça marchait bien. Il a été confiseur, à une époque, je sens encore les odeurs de bonbons et de pralines qu'il faisait. Et ça marchait assez bien et il étouffait. Il étouffait, il sentait à l'étroit, je pense, en Algérie, quoi qu'il en dise. Effectivement, vous l'avez dit, vous sentez les odeurs de confiserie parce que vous naissez en Algérie. Oui, tout à fait. Sarah? Oui. Alors, vous naissez où, vous, d'ailleurs? Moi, je nais à Ami Moussa. Mimoussa. Ami Moussa. Ami Moussa. Ami Moussa, c'est où ça? Ami Moussa, c'est à l'ouest. C'est près de Relizène. C'est pas loin d'Oran. On va dire c'est à une centaine de kilomètres d'Oran. Et pourquoi vous quittez Tipaza pourquoi vos parents quittent Tipaza pour que vous naissiez à... Parce que mon père avait en tête, je suis son premier enfant. Ouais. Il est de Sig, donc il se considère comme Oranais. Et son premier enfant doit naître à Oran, forcément. D'accord. Il s'arrête rendre visite à ma tante adorée, Douja, qui habite à Ami Moussa. Il reste quelques temps, quelques semaines, et je vais arriver là, aux grandes dames de mon père. Je ne serai pas née à Oran. Et vous allez rester combien de temps en Algérie? Moi, quand on part, j'ai 6 ans. 6 ans. Ouais. Donc vos 6 premières années sont en Algérie. Et vous allez partir de temps en temps en France aussi. Et puis à 6 ans, effectivement, alors c'est un petit peu après, mais vous vous retrouvez en France. Ouais. Là, ça matérialise vraiment la France, pour le coup. Et parlez-moi un petit peu de cette petite fille qui arrive en France à l'âge de 6 ans. Alors, cette petite fille, elle ne parle pas français. Du tout. Du tout. Du tout. Alors moi, à chaque fois, ça me fait vraiment bizarre de repenser à ces moments parce que ça me fascine que cette langue qui aujourd'hui, elle coule en moi, elle est naturelle, j'en ai fait mon métier, j'écris, et cette langue, un jour, était étrangère. J'ai perdu ma langue maternelle. Je trouve ça assez fascinant. Et oui, vous vous demandez même qui c'est. On peut même se demander qui c'est cette petite qui arrive, en fait. Ouais. Hein? Et qui ne parle pas français. Ça me paraît... le fait d'avoir un jour, que cette langue ait été étrangère pour moi un jour, ça me trouble beaucoup. Bah, c'est troublant. Oui. Et on va voir ce qu'elle va devenir, cette petite. Hein? Oui. On va par là? Faut voir? Allez, venez. Allez-y, Sarah. Asseyez-vous. Merci. Et donc, on a traversé la Méditerranée. Oui. Et vous, votre point de chute, c'est là. Oui. Alors, vous arrivez déjà chez des amis. Oui. Hein, on est à Montreuil, c'est ça? On est à Montreuil, chez Babette et Nasser. Ça dure quelques temps. Ouais, quelques mois. Quelques mois, oui. Voilà. Et ensuite, on va aller à Reims. Pourquoi? On va se retrouver à Reims. Parce que mon père y trouve du travail, avec l'aide de Babette et Nasser, un appartement. Et donc, il s'y installe. On voit que vous êtes une petite fille sage. Oui. Très sage. Très sage. Ouais. Comme une image. Comme une image. Oui. Faire plaisir à papa, c'est très important. Oui. Plaire à son père, Oui. surtout que c'est pas facile. Exactement. Ouais. Et vous avez un espace de liberté. Oui. La lecture. Les SAS. Alors, on a préparé ça avec Patrick, qui m'aide à faire... C'est incroyable. Oui. Ça résume un petit peu votre... Ça résume complètement mon entrée dans la lecture, ma curiosité. Parce que très vite, vous lisez très vite, très jeune. Très jeune. Et tout ce qui passe, en fait. Oui. Et à la maison, en fait, il y a le Rider Digest de papa. Exactement. Les SAS de papa. Et vous lisez ça à 13 ans, hein? Oui.
C'est Oui. pas pour des jeunes filles de 13 ans, ça. Bah non, mais je lis tout ce qui passe. J'aime lire. Je trouve que c'est un... Je m'enfouis et je m'enfuis là-dedans, Ouais, voilà. ouais. C'est un espace de voyage, de liberté, de... C'est votre liberté, ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc ouais, c'était... Donc c'est vraiment votre monde, là. Oui, Là, vous êtes ouais. bien. Là, tout est permis. Là, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas... Ouais, Et puis ça va se confirmer avec cette lecture Tout qui à vous fait. marque. tout à fait, oui. Le monde de Sophie. Donc c'est un livre que je découvre, je suis en seconde ou première. C'est aussi une rencontre avec une amie qui m'est très très chère, Marjorie. Et avec Marjorie, on lit Le monde de Sophie, on échange dessus, on échange beaucoup. Vous écrivez? On s'écrit, Ouais. ouais. Qu'est-ce qui se passe avec le monde de Sophie? Qu'est-ce qu'il y a d'écrire en plus? Qu'est-ce que... Je découvre la philosophie, je découvre que toutes les questions que je pouvais me poser sur le monde qui m'entoure, j'ai toujours été fascinée par des questions que je trouvais où je me disais bon, t'es un peu dingue, tu te prends la tête. J'ai presque honte de le dire, mais toute jeune, j'hallucine de l'espace, par exemple. Je regardais autour de moi, je me disais c'est dingue, on est dans un... C'est fou l'espace, c'est fou le temps qui passe. Et je découvre qu'il y a toute une discipline qui accueille à bras ouverts ces questions. On ne prend pas les gens pour des fous quand ils... Et puis, il va y avoir cette lecture. Oui, Juste après. c'est marrant. Exactement. Avec Mustapha Laporte sur un plateau, alors que... Exactement. En fait, vous découvrez Ça. l'existentialisme, Ouais, est animaliste. ouais. Qu'est-ce que vous découvrez avec ce livre-là? La liberté, la philosophie de la liberté radicale. L'idée qu'on peut complètement s'inventer, qu'on peut s'écrire, se choisir librement. Et je prends ça comme une bouffée de possibilités, de liberté, dans un moment où c'est un petit peu compliqué avec Mustapha, avec mon père. Et c'est le contrepoint, quoi. Mon père attend des choses de moi, il attend un comportement, il attend une réussite scolaire sans faille. Et un comportement. Un comportement, il est pétri de valeurs morales que je trouve très importantes aujourd'hui, mais que je vivais un peu comme quelque chose qui m'enfermait. Et je découvre avec Sartre, en fait, qu'on peut tout à fait incarner autrement les valeurs morales, on peut s'inventer, qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Oui, Ça me du plaît coup, beaucoup. vous vous mettez à fumer, à fréquenter des garçons. Tout à fait. Oui. Et là, Mustapha, on le met avec le sourire, mais Ouais. il le prend très très mal, en fait, Très, très Mustapha. mal. Très, très mal, ouais. Voilà. Et oui, parce que vous avez votre bac, Oui. bien sûr. Ouais. Alors, pas avec une super note en philo, Non. en plus, pour le coup. Non. hein. Non, non. Vous vous calez un petit peu avant Ouais. l'arrivée, Ouais. mais vous avez votre bac quand Oui, même. j'ai mon bac. Et vous avez envie d'ailleurs, Partir. quoi. J'ai envie de partir. Ouais. Et ça plaît pas à Mustapha, j'imagine, à l'époque. Ça plaît pas beaucoup à Mustapha. Non. Ça déplaît encore plus à Nassira. Ah ouais? Ma mère était vraiment contre. Elle voulait pas que je parte. Elle lui en a voulu longtemps en disant qu'il aurait pu m'obliger à rester. Et c'est là où Mustapha est intelligent. Et quand on en a reparlé, il m'a dit « Mais si je t'avais obligé à rester, tu m'aurais haï ?» Je lui ai dit « non, qu'elle t'oblige, elle va la haïr, elle, pas moi. » Ah, en fait. d'accord. Oui, parce qu'en fait, quand même, ça c'est a posteriori, parce Ouais. que vous profitez en fait de son départ en Algérie, Oui. où il rentre un jour, Ouais. pour aller là, vous. Ouais. Sur 36-14 Ravel, vous faites partie de cette génération-là où il y a encore le Minitel. Exactement. Et vous inscrivez en fac Ouais. à Paris. À Paris, à la Sorbonne. Et Et lui, contre toute attente, alors qu'il n'est pas là, Ouais. il ne vous dit rien en fait. Non. Hein. Non, il dit rien. Donc il rentre, je sais pas, un mois après ma rentrée, et il va venir me voir. Et en fait, ça passe beaucoup plus tranquillement que ce que je m'étais imaginé. Ouais. Et donc, vous vous retrouvez en cité universitaire, à Jean Zay. Ouais, au début, tout à fait. Et la liberté, c'est comment la liberté alors C'est enivrant, c'est enivrant, c'est plein d'ivresse. Et pendant ce temps, effectivement, vous continuez des études de philosophie, bien sûr, Tout à on ne l'a fait. pas dit, mais vous Ouais. vous inscrivez en philo, tout Ouais. à fait Ouais. naturellement. Et vous décidez en DEA d'aller À Montréal, à Montréal. oui. À Montréal, oui. Pour travailler? Je travaille très très peu. Je découvre Montréal, je découvre les Québécois. Et je tombe amoureuse et de la culture, et d'un garçon,
Et, voilà. Et je fais la fête, et je me promène, et voilà. Donc, et je travaille très peu. Et oui, donc échec du DEA. Échec du DEA, Vous rentrez ouais. à Paris. Alors, je n'ai pas envie de dire la queue entre les jambes, mais il faut trouver du travail après. Exactement. C'est bien beau. Exactement. Donc, avec Marjorie, d'ailleurs, hein, je Oui. crois qu'il y a Marjorie un jour qui vous dit, viens un petit peu... Oh là là. viens un petit peu là, en fait. Oui, exactement. Chez Iris Music, ouais. Et elle a un patron qui s'appelle Jean-Baptiste Ambrogian, que je vais rencontrer. Et, Que vous allez épouser. Et que je vais épouser. On va faire 2 enfants. Voilà. Exactement, la vie commence avec Jean-Baptiste. Et à partir du moment où on fait des enfants, on se pose des questions sur soi et il faut prendre des décisions. Ouais. Hein, et Madame Ambrogiani, vous allez prendre une décision qui va quand même sacrément changer votre vie. Et on va voir cette nouvelle vie. Dehors ? Avec plaisir. Allez, venez avec moi. Et donc, tenez, prenez place. Cette décision que vous prenez, c'est de retourner à la fac. Oui, Hein ? tout à fait. Paris 8. Paris 8, Hein, plus la Sorbonne. plus la Sorbonne. Qu'est-ce qui vous prend ? Ça manque. Ça manque. J'ai quelque chose à dire qui n'a pas été exprimé. Et puis, il y a la rencontre avec ce professeur en particulier. Oui, Pierre Cassou-Nogues. tout à fait. Il est particulier, cet homme-là. Oui, Et coup de foudre, en fait. Qu'est-ce qui se passe avec lui ? un énorme coup de foudre intellectuel. On a travaillé ensemble avec beaucoup de proximité et de bonheur. Il travaille sur des questions qui me travaillaient. Il travaille en particulier sur un mathématicien américain, Norbert Wiener, et il fait tout un travail sur l'imaginaire et la science. Comment la science peut influencer les imaginaires et comment l'imaginaire peut se retrouver dans le travail d'un scientifique. Lui, à la base, il est mathématicien, il est normalien, Pierre, il est mathématicien. Donc il vient avec ce bagage, moi, qui me fascine. J'ai toujours hésité j'ai toujours été très attirée par les sciences. Il n'y avait pas que le Reader Digest à la maison, il y avait aussi Sciences illustrées. C'était vraiment une lecture voilà, qui me plaisait, qui me fascinait. Et lui va allier philosophie, imaginaire, science. Et immédiatement, vous lui dites, qu'est-ce que vous lui dites d'ailleurs ? Voulez-vous bien devenir mon directeur de thèse ? C'est vraiment une demande officielle. J'ai eu l'impression de jouer quelque chose... c'est très fort, la relation entre un doctorant et son directeur de thèse. Ça a vraiment été des années très stimulantes, intellectuellement et humainement. Se retrouver sur un domaine si précis, si ténu, et se retrouver avec quelqu'un qui a le même intérêt pour cette chose qui n'intéresse pas grand monde. Complètement. C'est extraordinaire. Ouais. Et puis vous découvrez aussi une rigueur incroyable, parce que là vous êtes parti pour 6 ans de travail sur la thèse. Là aussi, c'est une découverte en vous aussi, non ? Ah oui, je ne me savais pas capable... C'est pas la liberté, ça, d'écrire une thèse. Ah non, c'est pas la liberté, mais quelque part, prise dans un étau comme ça, c'est aussi cette autodiscipline. Ouais. C'est aussi une forme de liberté aussi, c'est prendre le lead sur soi-même, quoi. Je vais travailler tous les jours. Voilà, Et voilà, quoi. Ouais. Et voilà. Et votre thèse ? Oui. Alors, le paradigme communicationnel de la cybernétique de Norbert Wiener à l'avènement du post-humain. Je vous demande de résumer ça en quelques phrases ou pas ? Si vous voulez, c'est possible, oui. Alors, ce qui m'a intéressé, Norbert Wiener, c'est un mathématicien qui œuvre entre les années 40, il meurt en 64. Il travaille sur le premier ordinateur, sur l'ENIAC, un des premiers calculateurs électroniques. Et très vite, il a l'intuition, il sent, il voit, il perçoit que cet ordinateur sur le calculateur électronique, ça va changer la face du monde. Il y a une rupture anthropologique, il y a quelque chose de très fort qui va se passer, qui est en train de se passer.
Et moi, ce qui m'intéresse dans son travail plus précisément, c'est comment il réfléchit déjà que ça va remettre en cause, cette rupture anthropologique, la notion d'humanité. Qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce que la conscience? Toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sur l'IA, par exemple, c'est des questions qui sont déjà en germe dans le travail de Norbert Wiener, et c'est l'avènement de ce qu'on appelle le post-humain, c'est-à-dire une idée renouvelée de ce qu'est l'humanité, ce que signifie être humain et être conscient. Ils sont super fiers Oui. de voir ça, fiers, hein, oui. présenté pour obtenir le titre de docteur de Oui. l'université. Oui. Une vraie fierté? Ah oui, une grande, grande fierté. Oui, oui. Avec mon petit frère adoré, avec Ahmed. Ah oui, parce que les parents de votre mère, il y en avait quelqu'un qui était analphabète, je crois, Oui, non? oui, oui, ma grand-mère. Ouais. Incroyable. Ouais, ouais. Incroyable. Mais ça vous a pris beaucoup, beaucoup d'énergie, Énormément. cette thèse. Énormément. Et vous êtes très fatigué, en Ouais. fait, finalement, au bout de cette soutenance. Et donc, quoi de mieux, finalement, pour récupérer Oui. que de venir s'installer en Corse, en fait? Exactement, ouais. Hein? Que de venir s'installer en Corse. Alors, le père de mes enfants est corse. Très tôt, quand on se rencontre, je lui ai dit, ça a été une de ses armes de séduction massive, on va dire. Au bout de 3 mois de relation, il m'emmène en Corse. Et puis, petit à petit, on est venu de plus en plus. Et puis, on a acheté une maison à Sarola-Carcopine en 2015. Et vous y êtes bien, Oui, surtout. oui. Et c'est depuis la Corse que vous essayez d'avoir un travail après, parce que c'est Oui. bien beau d'avoir une thèse, Ouais, mais encore faut-il avoir un poste de maître de conférence dans une université. Et c'est Tout à depuis la fait. Corse que vous postulez. exactement. Et vous avez un jour une réponse positive de Ouais. l'université de Lille. Oui, Vous Université vouliez aller à catholique de Lille, Lille, ouais. lycée catholique de Lille. Ouais. Donc vous allez là-bas pour faire Je l'entretien fais l'audition, ça s'appelle une audition pour un postdoc. et vous faites une erreur. Ouais. Laquelle? Je leur dis que je ne suis pas prête à m'installer à Lille. Je leur dis que j'ai pas envie de venir, mais que j'ai envie de travailler, que je ferai des allers-retours. Voilà, ouais. Ce qui En fait, vous leur dites, complètement- moi, votre poste m'intéresse, Ouais. mais j'habite en Corse, Ouais, surtout. ouais. Et en Ouais. fait, vous terminez deuxième parce que la Ouais. première, elle habitait justement à Lille. Exactement. Elle a fait le choix de s'installer à Lille. Après, j'ai réfléchi. C'est Pierre Cassounogues, mon directeur de thèse, me dit en fait, tu leur as dit, j'ai pas envie de venir. C'est l'auto-sabotage. Mais parce que ça me faisait du bien à mon âme d'être là. J'avais aucune envie de retourner dans une vie citadine, à Lille. Il fait froid, voiture. Et petit à petit, vous allez faire des remplacements en lycée. Oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes professeur de philosophie. Au lycée vous avez votre Laetitia. place Ouais, au ouais. lycée Laetitia. Et vous qui avez peur de cette vie étriquée, Ouais. qu'on pourrait comprendre ici, Ouais. justement, c'est le contraire qui se Ouais. passe ici, notamment Oui. grâce à cette rencontre, en fait. Exactement, avec Fatima Poupogne, qui est la fondatrice de Sirocco, une association qui promeut les cinémas arabes et berbères. Et je vois passer comme ça sur Facebook, projection d'un film algérien. Je dis, ah bon, Tiens, ici. voilà, ok, ici, d'accord, j'y vais. Et on se rencontre avec Fatima et c'est une aventure. Sirocco va prendre une place dans ma vie. Oui, elle va dire rejoins-nous. Parce Oui, qu'il y a oui. les vocations quand même, on a toujours besoin de bras dans les associations. Exactement. Rejoins-nous. Ouais. Et elle, justement, c'est tellement d'investissement qu'elle va un petit peu baisser le pied. Oui, Et la place est toute tracée pour vous. Tout à fait, Et vous devenez ouais. la présidente de cette association, exactement. ouais. Sirocco, Depuis où 3 vous ans. investissez corps et âme. Oui, ouais. En fait, on peut le Sirocco dire. a pris une énorme place dans ma vie. Mais c'est très gratifiant de rencontres, et de bouger, collectifs. parce que ce festival Sirocco, c'est un festival itinérant, on Oui, rappelle, où vous oui. projetez de culture maghrébine, c'est ça? Arabe et berbère. Arabe et ouais, berbère, plus donc il y a largement, du cinéma, bien sûr, ouais. il y a de la danse, la musique. il y a du ciné plein air au Jardin Ouais. de l'Empereur, C'est super, on va dans les médiathèques. Ouais. Mais il y a deux réflexions en fait qui me viennent à l'esprit Mm. avec cette association. La première, elle est là, dans le public de Ouais. Sirocco. Ouais. On voit que l'image parle d'elle-même, c'est le public blanc, c'est WASP, quoi. J'ai l'impression un petit peu bien éduqué, cultureux. Cultureux. Cette année, je trouve que cette édition a un peu changé là-dessus. Je trouve que le public s'est un peu rajeuni. Et c'est un peu métissé. Parce que qu'est-ce qui vous dit le public, justement? On l'a vu tout à l'heure dans la rue, là, quand vous arrivez avec vos écrans et que vous proposez comme ça des merveilles du 7e art. Il y a des réflexions que vous font les enfants, non? Ils vous disent, c'est pour nous, c'est Ouais. pas une histoire de Corse, non? On vous dit pas ça? Ah bah si, il y a l'idée de est-ce que c'est pour les Corses? Est-ce qu'on peut venir nous aussi pour certaines des populations d'origine maghrébine? C'est quoi la philosophie
de Sirocco, en fait? Le partage, c'est le partage et l'empathie. L'empathie. J'aime bien dire ça, c'est travailler notre empathie, muscler notre empathie. C'est-à-dire montrer qu'on a vraiment une idée de culture méditerranéenne, montrer que des pays qui peuvent sembler très éloignés, très étrangers, ne le sont pas tant que ça. Voilà. Et d'ailleurs, j'en veux la preuve avec Ouais, cette photo-là. ouais. Alors, Jérôme Ferrari, Oui. qui est prof de philosophie, Oui. avec qui vous avez fait votre stage. Oui, avant- tout à fait. Hein? Qui était mon tuteur, qui est mon collègue au lycée Laetitia. Donc, il ne vous a pas échappé que ce livre Ouais. Où j'ai laissé mon âme parle C'est le d'Algérie. premier que j'ai lu de Jérôme. Et en fait, quand vous êtes arrivé en Corse, et même avec vos parents, qu'est-ce qui vous est sauté aux yeux? C'est l'Algérie, la ressemblance avec l'Algérie, les paysages. Les paysages, c'est bête, hein, mais l'odeur. L'air a une odeur qui m'est familière d'Algérie. Le bleu du ciel, la lumière. Il y a vraiment des... et mes parents adorent venir, ils sont beaucoup en ce moment entre la France et l'Algérie. Là, ils vont vers la retraite tout doucement. Et la Corse, c'est vraiment un passage obligé ici. Mon père se sent bien ici, enfin ma mère aussi. Votre mère, elle dit de chez nous, même. Elle dit même le Oui. nom, hein, Népita, Oui, comment on oui. dit en... Nepta. Nepta, voilà, Nepta. ouais, effectivement. Ouais, en algérien. Ouais. Et donc, on finira avec la dernière photo, Où j'ai laissé mon âme de Jérôme Ferrari. Ouais. Oh, Ce sera celle-là, la dernière. oui. Vos enfants, Oui, mes petits bouts. elle est où leur âme à eux? Ah, dans mon cœur. Ah, leur âme est un peu... voilà, ils ont la chance d'avoir ce métissage. Je trouve que c'est vraiment une force, c'est vraiment une chance. Mes petits bouts, ils sont tout petits, là. Ils ont Ouais, bien grandi. complètement. Ouais. Et vous l'avez laissé où, votre âme? Où elle est où, votre âme, vous, maintenant, désormais, Sarah? Elle est pas mal ici. Ouais. Elle est un peu là-bas. Et il y a un bout qui est parti avec ma tante. Donc là, c'est le cimetière avec donc c'est la petite sœur de ma mère qui était un peu comme une deuxième mère pour moi que j'ai perdue en 2020. Un bout d'âme est avec elle, est parti avec elle. Allez, la dernière photo, c'est moi qui la prends. Venez à côté de moi. Un beau sourire. Merci infiniment, Sarah. Belle rencontre. plaisir. Continuez de vous battre pour l'association parce que c'est pas facile. Hein. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Tout simplement. Au festival ou ailleurs. Hein. Avec plaisir. Allez, ciao.